Look around you. Adversity doesn't discriminate. If you are alive, you are going to have to, or you've already had to, deal with some tough times. Thank you, everyone. Take a seat. Le sport est un phénomène universel dans le temps et l'espace. Difficile à dater ou évaluer, sa place dans notre société actuelle est indéniable. Certains sports sont élevés au rang de religion, les athlètes sont érigés au rang de stars, et les spectateurs nourrissent un sentiment d'appartenance puissant. Combien de champions actuels ont ressenti l'appel de la victoire les yeux rivés sur les grandes compétitions? Pour être honnête, je suis frustré. Frustré de n'avoir jamais atteint les plus hautes sphères du sport qui me faisaient vibrer. Et je me suis toujours demandé ce qui faisait la différence entre un mec lambda et un athlète de haut niveau. Ici et maintenant commence ma quête de réponse. Bienvenue sur la French Riviera. Ici, la scène skate se fait beaucoup plus discrète que dans le reste de la France. Pas de crew qui se monte sur les réseaux ou de gros événements street. De ce que j'ai vu, c'est un skate beaucoup plus familial et discret. Il y a 4 ans, je me suis lié d'amitié avec un gars. Je lui ai proposé de passer dans mon projet. Ce gars-là, c'est Ali. Et j'étais loin de me douter qu'il avait tant de choses à nous raconter. Viens. Parce que c'est ça, tu vois, c'est ma vie de tous les jours. C'est ça qui me donne la rage de vivre, en fait, de skater, tu vois. Parce que je suis malade dans la vie de tous les jours et ce qui me donne, ce qui m'ouvre à tout et je puisse faire ce que je veux, c'est le skate, en fait. C'est ça. C'est le fait de skater. Le skate, c'est mon train de vie, je skate tous les jours et je travaille en même temps. Et c'est ce qui me donne la force de skater. En fait, le fait de skater tous les jours et d'être avec mes amis et de faire du skate, ben moi ça m'apporte beaucoup de force parce que mes amis font du skate et quand on fait ça tous les jours ensemble et tout, ben, c'est comme ça que tu skates et que tu essayes de t'améliorer malgré que tu tombes souvent. Et en faisant du skate avec les années, avec beaucoup d'années, ben, le béton t'en prend soin et toi aussi il en prend soin sur toi. Du coup ben, tu fais que de tomber mais ça t'apprend vu que tu essayes de tomber et c'est comme ça que tu fais moins mal et que tu peux skater tous les jours à force. Quand je me suis retrouvé à l'hôpital et que je me suis fait cet accident où je me suis déboîté l'épaule, et juste rien que d'en parler, j'ai un frisson. Pourquoi? Parce que au moment où je me suis fait mal, j'étais au top, j'avais envie de skater de ouf. Et je me suis retrouvé en doute parce que ça m'a freiné d'un coup. Et en vrai quand je me suis reposé la question, que j'étais à l'hôpital et que j'étais avec l'haricot près de moi en train de vomir et tout, je me suis dit, voilà, tu t'endurcis et le fait de faire ça tous les... en fait, ton mental, il endurcit aussi et le fait de faire ça tous les jours, ça t'apporte encore plus parce que tu as envie de t'endurcir encore plus. Et du coup, c'est ça, quand tu te fais mal, j'ai envie de prendre soin de mon corps pour qu'après je puisse encore faire plus ouf et essayer de skater encore plus ouf. Et c'est comme ça, et c'est ça qui
les blessures, ça m'apporte beaucoup dans ma vie. C'est quelque chose qui donne beaucoup de force en moi, tu vois, parce que c'est dans le skate, c'est ça. Et malgré que j'aurai peut-être plus tard de l'arthrose ou j'aurai mal aux articulations ou quoi, je m'en fous de tout ça parce que j'aime la passion de ce que je fais. C'est dans mon sang, c'est ce qui m'irrigue. Je sais pas comment dire, mais c'est ce qui me fait vivre en fait. C'est ce que j'aime en fait. C'est comme ça que je skate, c'est pour ça que je skate depuis 14 ans, c'est le fait d'avoir des actes dans la vie qui font que tu t'accroches à un truc. Et moi je m'accroche à ça aussi, tu vois, le fait d'être diabétique, ça me fait vivre. Et du coup je m'accroche à ça et c'est ça qui me donne la force dans le skate. Et voilà, et je mets les deux en valeur pour rider. Et en fait c'est ça qui me donne la force, c'est d'avoir le diabète et le fait de rider les deux en même temps, le skate et tout, et ça me donne de la force frère. C'est vrai, c'est dur dans la vie de tous les jours parce que je dois pas oublier ça. Si j'ai pas d'insuline sur moi, je fais comment je peux pas vivre ou aller manger ou quoi. Donc du coup, ça me donne beaucoup de force. Le fait de me dire que je dois prendre mon insuline le matin dans le frigo et me dire que là, boum, j'ai pris ma douche, bam, j'ai mis mon insuline, après je vais aller skater. Ça me donne de la force. Juste de me dire que je dois faire ça me donne de la force pour aller skater, pour aller faire ce que j'ai envie en fait. C'est dur d'essayer d'expliquer ça, mais à l'âge de 18 ans, je suis tombé malade et j'ai eu une méningite à méningocoque avec purpura. J'ai failli mourir, je suis tombé dans le coma pendant une semaine et j'ai cru que j'allais mourir. Et quand j'étais à l'hôpital, le skate est revenu beaucoup dans ma tête. Pourquoi ? Parce que j'ai cru que j'allais partir, tu vois, et plus faire ma passion, beaucoup de choses qui m'ont mis des bâtons dans les roues, de me dire que je suis tombé malade et je vais peut-être mourir, tu vois, et ça va donner encore plus de force, tu vois, auprès de ma mère qui était auprès de moi, tu vois. J'ai eu ma mère et ma soeur, heureusement j'ai eu cette force auprès de moi, tu vois, parce que sinon à l'heure d'aujourd'hui je serais pas là. Et ce qui m'a rattaché à la vie, c'est le skate, me dire que t'as tout compris, j'avais ma mère et ma soeur auprès de moi, mais vu que j'étais pas bien, j'étais au plus profond de moi, ce qui m'a juste redonné l'envie de vivre. Et c'est le skate, c'est ça qui me donne la force de tous les jours. Quand je suis pas bien, quand je suis ça, je repense à me dire mes roues et mon skate, bam, ça me donne la force de faire de tout, tu vois. Et rien que d'en parler encore, j'ai des frissons parce que je parle au plus profond de moi et ça me touche. Ma quête de réponse a commencé dans le sud. Ali a su m'en apporter quelques-unes, mais les prochaines personnes sur ma liste, c'était des skieurs. Il était temps pour moi de quitter les parcs de la Riviera pour rejoindre ma terre natale et laisser les paysages alpins parler d'eux-mêmes. Les sportifs de haut niveau sont régulièrement confrontés à des épreuves, qu'elles soient physiques ou mentales, des doutes, des remises en question, la maladie. Ces étapes, Joséphine elle les a toutes connues et surtout franchies. C'est non seulement l'une des 3 meilleures slalomeuses françaises, mais aussi une skieuse polyvalente, qui a accroché à son palmarès des victoires en FIS et en Coupe d'Europe, mais aussi et surtout 28 départs en Coupe du Monde. Lors de notre interview, elle s'est livrée sur les moments les plus difficiles de sa carrière. Je ne savais pas qu'on allait aborder le fait qu'elle venait de raccrocher le dossard. In a place with marmalade skies, far away, in a land where the sun will hide its eyes. Far away, in a place with marmalade skies, and all alone she moves into a broken paradise surrounded by the colored lights. All alone.
les petites compétitions, ça me prenait, quoi, je le vivais à fond. Et après, quand c'est devenu sérieux, je pense que le côté sérieux, il est venu quand je suis rentrée au Pôle France à Albertville. Et ça, c'était, je me souviens, en 3e, c'était vraiment mon objectif. Et après, là, oui, ça devient sérieux parce que finalement, on met une croix sur les vacances l'été. Enfin, là, vraiment, le ski fait partie vraiment de notre vie à l'année, quoi. Et puis, on rentre en FIS, il y a les objectifs qui attaquent à être des vrais objectifs. On court avec les personnes qui étaient, les athlètes qui étaient en Coupe du Monde à l'époque. Donc non, tout devenait plus sérieux, en fait. Le plus bel événement que j'ai fait, c'est les championnats du monde à Auray parce que ça reste les championnats du monde, quoi. Après, le moment très fort, c'est quand je gagne. C'est qu'une victoire en Coupe d'Europe, et c'est quand je gagne la finale Coupe d'Europe en Andorre parce que on avait tout mis en place et ça faisait un moment que je tournais autour. Et là, je sentais vraiment que j'avais le ski et que sur les skis, j'étais très sereine. Et c'était chouette en fait de voir tout le travail qu'on avait mis en place avec les coachs, avec mon technicien, avec l'équipe et en fait en gagnant la première manche et de pas craquer mentalement aussi, de s'exprimer pleinement, c'était cool. Le haut niveau, c'est aussi ces détails qui font qu'à un moment donné ça passe ou ça passe pas et on peut avoir du talent et sans travail à un certain niveau, il y a des choses qui passent plus, quoi. C'était récemment, quand j'ai mis fin à ma carrière, quoi. En fait, j'en pouvais plus, j'ai implosé par rapport à tout l'environnement qu'il y avait autour de moi. J'avoue que ça faisait 2 saisons où c'était un peu compliqué, en fait. Quand j'ai eu une mononucléose assez importante et j'avoue que skier et m'entraîner avec une forme physique et ça a impacté mon mental et vraiment j'ai fini sur les rotules et ça c'était vraiment dur. Et je me demandais, tu te demandes quel but ça a au final parce que c'est de l'implication physique, mentale, tout. C'est une implication constante, c'est à l'année, c'est tout le temps, c'est depuis que je suis petite, c'est l'objectif. On a tous un objectif des jeux, des médailles, c'est une pression constante, même avec des temps forts, des temps faibles par rapport aux saisons, aux périodes d'entraînement et de compétition. Mais oui, le moment difficile, c'était de dire stop en fait. Et d'assumer de dire stop. Et de se dire que je regretterais rien en fait. Et ça, c'était dur, ouais. C'était vraiment dur. And all alone she moves into a broken paradise, surrounded by the colored lights. All alone she moves into a paradise without day and without night. And all alone she moves into a broken paradise, surrounded by the colored lights. All alone she moves into a paradise without day and without night. C'est une telle expérience que de s'être dépassé comme ça, de toujours avoir rebondi sur les échecs, parce que voilà, on se souvient des victoires, des coupes, des médailles qu'on peut avoir à la maison, mais au final c'est comment on a fait face à toutes les difficultés en fait, et comment aussi les moments où ça allait bien, on a continué à travailler dur pour que ça perdure en fait. Et du coup c'est ce parcours que j'ai fait à travers le ski alpin, c'était vraiment une belle expérience de vie et ça j'en garde que des bons souvenirs quoi. Voilà, après ça s'arrête, c'est des moments difficiles, il y a eu des pleurs, des rires, des moments très durs, des moments où on a envie d'arrêter, des moments où mon entourage m'a soutenue pour que j'y retourne. Et ça, c'est des moments que je garderai à vie gravés en moi, quoi. Et qui font ce que je suis aujourd'hui. Dans le monde du ski, et particulièrement dans les disciplines de vitesse, la chute et la blessure font partie du contrat. Peu de skieurs réalisent leur carrière sans, hélas, honorer cette clause. S'il y a bien une personne qui l'a subie, c'est Valentin Giromoine, membre de l'équipe de France de vitesse. Le 21 janvier 2017, il réalise l'exploit de prendre la 2e place sur la mythique Streif de Kitzbühel. Le 27 janvier, championnat du monde en ligne de mire,
Il s'élance sur le mur de glace du Kandahar, sans se douter qu'il n'atteindra jamais la ligne d'arrivée. He is potentially. Oh, he's in trouble. Oh, both skis off, and he's on his bum heading towards the safety net. That's a big hit from Valentin Gironmois, and he's going to be winded. He's going to be hurting, and he's clutching his right knee as well, worryingly. And Valentin Gironmois. La toute première chose qui me vient en tête, c'est je crois que je vais pas aller au championnat du monde. Parce que je sens que je me suis fait mal, quoi. Je sais pas exactement ce que j'ai, mais je me suis fait mal. Donc je sais que ça, à 4 jours des mondiaux, ça va être compliqué, quoi. Bah, concrètement, donc, je sors de ce moment où je me dis je me suis fait mal, et puis d'un coup je reprends un peu mes esprits, j'enlève mon masque. Et je veux regarder ce que j'ai en fait, et quand je tourne la tête, je vois que j'ai les deux jambes qui sont vraiment à l'équerre, qui regardent un pied d'un côté, un pied de l'autre. Donc là je me dis que c'est non seulement je ne vais pas aux mondiaux, mais ça devient gravissime. Et sur le moment je pense que je me suis pété les deux tibias en fait. Et je comprends pas trop, donc là à partir du moment où on voit, le corps il est bizarre, hein, mais à partir du moment où j'ai vu que mes jambes étaient de travers, j'ai eu mal. Et j'ai eu mal trop, beaucoup trop. Et du coup c'est à partir de là que ça a été un peu long, donc sur le moment on ne savait pas trop ce que j'avais et ils ne voulaient pas trop m'anesthésier ou m'endormir ou me donner des calmants parce qu'ils avaient vraiment peur d'une hémorragie interne. Donc il fallait qu'ils puissent me voir partir pour poser un diagnostic au cas où ce soit ça. Donc c'est pour ça que j'ai resté un petit peu longtemps à l'agonie sans rien avant d'être héliporté. Honnêtement, j'avais pas la force de réfléchir, j'avais pas la force de faire quoi que ce soit. C'est vraiment un état de survie, je pense, dans ces moments-là, c'est de la survie. Je pensais vraiment qu'à un moment donné, j'allais tomber dans les pommes et j'attendais que ça, sauf que c'est jamais arrivé. Donc c'est vraiment un état de survie, je pense. Alors le diagnostic, il a mis un moment à être posé parce qu'ils n'avaient pas bien confiance en ce qu'ils avaient fait, en fait, concrètement, parce que c'était tellement improbable comme diagnostic qu'ils n'y croyaient pas trop. Donc moi déjà, j'ai été anesthésié en arrivant à l'hôpital. Et je me suis réveillé 4-5 heures plus tard en fait. Donc pour qu'ils aient le temps de faire tous les scanners IRM qu'ils avaient besoin de faire. Et c'est que dans la nuit qu'ils sont venus m'annoncer que j'avais une double luxation. Mais pour moi une double luxation c'était pas... Enfin je comprenais pas trop. Et après dès qu'ils ont attaqué à faire l'énumération de tout ce qui avait sauté, comme c'était une infirmière qui parlait dans un anglais allemand, j'étais pas bien sûr de mon coup. Et dès que le médecin français m'a confirmé ce qu'ils avaient dit, j'étais un peu sous le choc et puis pas bien content. Puis tout de suite derrière, elle a enchaîné, il m'a dit mais ça aurait pu être bien plus grave, ça aurait pu être très très chaud. Et derrière, ils m'ont expliqué que vraiment j'étais passé à 2 doigts de l'amputation des 2 jambes, quoi. C'est-à-dire vraiment avoir des moignons sous les genoux et être handicapé à vie. Donc le ski j'y pensais plus, c'était vraiment la priorité, c'était pouvoir avoir une vie normale, quoi. C'était pouvoir marcher, pouvoir pas être handicapé, faire un boulot normal, ainsi de suite. Donc c'est vrai que pendant 4-5 mois, 6 mois, ça a été vraiment je vais essayer de me remettre d'aplomb, et c'est petit à petit quand je voyais que ça allait de mieux en mieux que je me suis dit je vais essayer de reskier, et ainsi de suite. Après ça s'enchaînait. J'en parlais, des blessures, il y en a eu un tas dans le ski, on a toujours du soutien, mais c'est vraiment l'idée de se dire, là je suis dans mon lit, j'arrive plus à bouger, la prochaine étape c'est d'arriver à me sortir du lit pour me mettre dans le fauteuil, de pouvoir aller aux toilettes, à la douche tout seul. Derrière ça a été, j'arrive, je vais essayer de me remettre debout petit à petit sans marcher, puis après porter un peu des poids, courir. Enfin voilà, ça a été vraiment en fait, dès le début, ça a été je pousse le curseur jusqu'à ce qu'il s'arrête, s'il s'arrête, et puis je vois jusqu'où ça va, parce que honnêtement, ça aurait été psychologiquement trop dur de se dire c'est sûr je vais faire du haut niveau, je vais revenir au haut niveau, et au final de pouvoir à peine reskier, quoi. Donc l'objectif c'était vraiment de se donner des petits objectifs toutes les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et d'y arriver, quoi. Cette longueur qu'il y a eu au début, en fait ça a laissé 4 mois au corps pour vraiment cicatriser, ce qui est plutôt très rare sur des genoux, quoi. Un croisé, on ne le laisse pas cicatriser autant que ça, des ménisques, généralement on ne peut pas se permettre de laisser cicatriser autant que ça. Qu'en fait ça a super bien cicatrisé, et quand je me suis remis debout, il n'y avait pas tant de douleur que ça.
ça a été vraiment des problèmes vasculaires à gérer, parce que quand on était alité 4 mois, quand on se remet debout, on peut tomber dans les pommes, il y a des problèmes comme ça à gérer, mais ça, il n'y a jamais vraiment eu un moment où c'est retombé, j'ai dit oh non mais c'est mort, ça va pas le faire quoi. La première fois où j'ai repris un départ de Coupe du Monde, ça a été quand même, je dirais que ça a été le moment qui m'a le plus fait de bien. C'était vraiment un soulagement parce que du coup pour mes opérations ça a été un branle-bas de combat. C'était à l'époque où on m'a fait cette opération, elle était à moitié légale, à moitié pas légale, en fait il y avait un flou. Donc on s'est engouffré dedans, ça a été une avancée pour la médecine, ça a été plein de choses, et de pouvoir reprendre le départ et de faire la piste en n'étant pas trop ridicule, je sais plus combien j'ai pris, 2 secondes, 3 secondes. Ça a été un grand moment, et c'était une sorte de point final à mon retour. À partir de cette course-là, j'ai passé à la ligne, j'ai l'émotion passée parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a soutenu, tous les coureurs qui étaient en bas pour m'applaudir et me féliciter du retour. Ça a été de me dire bon maintenant stop, je veux plus être quelqu'un de blessé, je veux revenir au niveau, donc je suis un athlète et je pense plus à ça quoi. Il y a reskier correctement, et puis il y a marqué des points en Coupe du Monde, c'est encore il y a plein de gens qui marquent jamais de points dans leur vie, donc ça a été un autre grand moment, et puis cette saison il y a un retour dans le top 15, donc j'espère que pour l'instant ça reste le top 15, le gros moment vraiment qui m'a dit ouais là t'as quand même fait un bon truc, mais j'espère que ça va continuer et aller plus loin quoi. J'ai déroulé. En t'arrêtant à moitié, j'ai dit mais c'est juste que le pied droit en bas sur le genou droit, ça me démoile. En fait c'est le truc avec les Antilles, je te jure, c'est ouf. Ali, Joséphine, Valentin, 3 sportifs, 3 exemples de résilience. De terribles événements sont venus troubler leur carrière, mais à aucun moment n'ont ébranlé leur détermination. C'est ce qui fait la différence entre une personne lambda et un athlète de haut niveau. Abnégation, persévérance, dévouement, sacrifice, humilité. Tant de qualités qui, combinées à un talent certain, conduisent à un destin hors du commun. Mais il ne faut pas oublier que l'adversité est universelle, et que c'est toute l'humanité qui fait preuve de résilience en ces temps difficiles. Cause I'm back down on my own again. This is the blues I'm playing. Yes, it's a fine old thing. When the night is cold and lonely. This is a dollar bill piece. Was it the money that made me a savage? Popping them prices and I made it a habit. Towing them pictures and serving them addicts. That was exciting to me. I'm so excited to be. Started with nothing, we had to inspire the beat. Niggas they fly to me. I'm getting to it, feel like the man. I got the plan. I call the shooters, they out with the van. Play with the squad, get pop like a sand. Pop like a perk. I'm going ham. I'm going crazy on niggas. Too wavy for niggas. Do magic like I look a sand. I'm in the kitchen, compressing the bird. Take out the 9 and I sell it for 30. The straight to the jeweler. I'm busting the rollie. The light of the city like me GR3. I got the plug, he sending my tea. Don't know these niggas know me. Even though niggas, they call me OG. Young nigga, but I put it down. We was on it when it wasn't round. All of a sudden, niggas wanna come around. Stay over there, my J. Do me one favor. Take a few steps back. Back down on my own again. And look at yourself. Matter of fact, take yourself outside your body and then look at yourself. And see how you playing yourself, nigga. This is the blues I'm playing. Congratulations.
It's the motherfucking chase. Yes, it's a final feel me? thing. When the We night on is it. cold